21 juillet, c'est le deuxième jour de la visite officielle de Raymond Poincaré à Saint-Pétersbourg. Le président français et le tsar concentrent leur conversation sur l'ultimatum autrichien et confirment qu'au regard des circonstances actuelles, une alliance totale entre les deux pays est plus nécessaire que jamais. Rencontrant l'ambassadeur autrichien, Poincaré lui dit qu'il s'inquiète, faisant référence à des faits précédents, d'un éventuel manque d'objectivité de l'enquête autrichienne. Il lui rappelle que la Serbie a des alliés très chauds en Russie, qui est elle-même soutenue par la France. En conséquence, des complications importantes sont à craindre. Sire, je remercie Votre Majesté de m'avoir procuré le plaisir très vif d'admirer les belles troupes dont la fière contenance, la démarche martiale, les mouvements précis attestent que l'armée russe, par d'incessants progrès, soutient vaillamment sa haute renommée. La noble fraternité des armes et une estime réciproque lient étroitement les deux armées. Au nom de l'armée française, il n'a pas oublié l'honneur que lui a fait Votre Majesté en assistant à ces manœuvres, je dois de la prospérité et à la gloire de la brave armée russe. À Berlin, on continue à croire qu'une localisation du conflit reste d'actualité. On s'inquiète cependant de la lenteur de la réaction autrichienne qui fait perdre de son intérêt à une stratégie du fait accompli. On pense que ni la France ni la Russie n'osent s'orienter vers une guerre vu les conséquences incalculables que cela provoquerait. Le chancelier Bethmann Hollweg, plus pacifiste que belliciste, a tenté de son côté d'écarter les risques d'escalade liés à certains décideurs allemands. Il incite l'empereur à faire sa croisière d'été et encourage les plus hauts gradés de l'armée à prendre leur congé. Cependant, ces derniers avaient déjà commencé à prendre des dispositions militaires. Le Kaiser, lisant les télégrammes qui lui parviennent, prend soudainement conscience de l'ampleur de la crise qui se profile et dont il a participé à la mise en œuvre en encourageant une intervention de Vienne. Pour se rassurer, il se persuade que les Serbes ne se risqueront jamais à un conflit contre l'Autriche. À Saint-Pétersbourg, le 23 juillet vers 18h, les gouvernements français et russes conviennent d'envoyer à Vienne une recommandation amicale demandant à l'Autriche de faire preuve de modération et de ne pas compromettre l'honneur de la Serbie. Après cela, le président français et son premier ministre Viviani prennent congé de la Russie. Poincaré est satisfait de sa visite et espère que l'Autriche et l'Allemagne céderont face à une solidarité franco-russe sans faille. À Vienne, le même jour à 18h, l'ultimatum est envoyé à la Serbie. Il indique que malgré ses engagements, la Serbie a toléré sur son territoire des activités criminelles dirigées contre la double monarchie et a laissé s'installer un climat de haine à son égard. 10 points composent l'ultimatum. Ce sont les points 5 et 6, exigés par Berchtold, qui seront perçus comme inacceptables par les Serbes, soutenus en cela par Saint-Pétersbourg et Paris. Le point 5 demande que le gouvernement impérial puisse envoyer des enquêteurs sur le territoire serbe pour supprimer les mouvements subversifs. Le point 6 déclare que ces enquêteurs prendront part aux recherches sur d'éventuelles complicités serbes. À Londres, lorsque Edward Grey prend connaissance de l'intégralité de l'ultimatum, sa réaction est la suivante. Je n'ai jamais vu jusqu'ici un État adresser à un autre État un document d'un caractère aussi terrible. Le 24 juillet, le Premier ministre serbe Pasic interroge la Russie sur sa position concernant l'ultimatum en lui indiquant que son gouvernement est prêt à accepter les points que Saint-Pétersbourg lui suggérera, y compris les points 5 et 6. Le même jour, à la mi-journée, déjeuner à Saint-Pétersbourg entre Sazonov, le ministre des Affaires étrangères, Paléologue, l'ambassadeur français,
et Buchanan, l'ambassadeur britannique. Sazonov est paléologue, pousse Buchanan à convaincre son gouvernement qu'il ne doit pas rester neutre, ce qui serait synonyme de suicide. Un peu plus tôt, dans la matinée, recevant l'ambassadeur autrichien, Sazonov lui a déclaré « Je sais ce qui se passe, vous voulez faire la guerre à la Serbie, ce sont les journaux allemands qui vous poussent, vous êtes en train de mettre le feu à l'Europe. » Sazonov convoquera ensuite le chef d'état-major pour discuter d'un plan de mobilisation partielle contre uniquement l'Autriche-Hongrie. L'après-midi, au cours d'un conseil des ministres, il déclare que l'Allemagne s'est engagée depuis bien longtemps dans des préparatifs visant à accroître sa puissance en Europe centrale et ailleurs, sans la moindre considération pour les autres pays. Pour Sazonov, c'est avec les Allemands que l'ultimatum a été rédigé, et si Belgrade l'accepte, la Serbie deviendra de facto un protectorat des puissances centrales. Dans l'esprit de Sazonov, la Russie a, à présent, la mission historique d'assurer la protection des peuples slaves et sous-entendu son contrôle sur les détroits. Pour maintenir la paix, elle doit faire preuve d'une grande fermeté. Elle va demander à l'Autriche une prolongation des délais de réponse pour la Serbie. Elle invite la Serbie à éloigner ses troupes de la frontière autrichienne. En même temps, le gouvernement russe lance les préparatifs pour une mobilisation partielle. À Londres, le gouvernement prend pleinement conscience de la situation. Grey propose un groupe de 4 puissances, Grande-Bretagne, France, Italie, Allemagne, pour mener une médiation. À part quelques journaux, dont The Times, proche de l'élite politico-financière pilotée par Lord Alfred Milner, la quasi-totalité des grands journaux rejette la perspective d'une participation britannique dans une guerre européenne. À Vienne, Berchtold refuse la prolongation du délai de réponse à l'ultimatum demandé par les Russes. Le 25 juillet, en Russie, avant une possible mobilisation générale, le gouvernement, en présence du tsar, ordonne des mesures dites préparatoires à la guerre. Elles s'appliquent non seulement à la frontière de l'Autriche-Hongrie, mais aussi le long de la frontière allemande. De même, la flotte de la Baltique est mise en alerte. En Russie comme en France, on pense à présent qu'il est plus à craindre de l'Allemagne que de l'Autriche. Ces mesures préparatoires vont accélérer le processus vers la guerre. Vu d'Allemagne, on continue de croire en la localisation du conflit, mais l'inquiétude gagne car les signes d'activité militaire en Russie se multiplient. De son côté, de manière officielle, Londres n'y perçoit qu'une pression purement diplomatique. Belgrade reçoit l'information de Russie indiquant que, suivant la détermination du tsar, le gouvernement et l'état-major sont prêts à aller jusqu'au bout pour protéger la Serbie. La réponse à l'ultimatum, qui vient à échéance à 18h, est alors affinée afin de créer l'illusion d'une docilité aux volontés de Vienne sans compromettre la souveraineté serbe. Il y aura donc refus du point 6. À 15h, ordre est donné à l'armée serbe de se mobiliser et les régiments proches de la frontière austro-hongroise ont pour consigne de reculer. Le gouvernement et le corps diplomatique s'éloignent de Belgrade, puis les habitants de la capitale désertent la ville. À 18h, la réponse est apportée à l'ambassadeur autrichien Giso, qui quitte Belgrade à 18h30. Poincaré, toujours sur son bateau qui le ramène en France, pense que la sauvegarde de la paix repose essentiellement sur l'Allemagne, qui se doit de retenir son allié autrichien. Il s'arrête en Suède pour s'assurer de la neutralité de cette dernière en cas de conflit, puis reprend son retour vers Paris, non sans avoir annulé les arrêts prévus en Norvège et au Danemark. Le 26 juillet à Berlin, la pression ne cesse de monter sur le gouvernement qui avait souhaité localiser le conflit et s'était abstenu de toute mobilisation officielle. Les mesures préparatoires à la guerre sont perçues par les observateurs étrangers présents en Russie comme un début de mobilisation. À Paris,
La connaissance de la situation n'entraînera pas le Quai d'Orsay à faire appel à plus de modération. D'autant plus que les services de renseignement liés aux troupes stationnées dans l'est de la France informent le gouvernement que certaines garnisons situées côté allemand sont consignées et que plusieurs régiments ont reçu des instructions secrètes. Les soldats allemands présents en Alsace-Lorraine apparaissent en permanence en tenue de combat et d'intenses activités de préparation à la guerre sont perceptibles. Pour la population allemande d'Alsace, la guerre apparaît comme devenant inévitable. À Londres, le 27 juillet, Grey met en demeure son gouvernement de définir clairement les circonstances dans lesquelles le Royaume-Uni pourrait intervenir. En parallèle, Churchill, le premier lord de l'Admirauté, ordonne à la marine de se tenir prête. À Berlin, on refuse la médiation proposée par Grey car elle intègre la France. Ce que l'on désire avant tout, c'est affaiblir la France et dénouer l'alliance franco-russe. Si la Russie l'inquiète, l'Allemagne n'hésitera pas à rentrer en guerre avec elle et par conséquence avec la France, tout en tentant de démontrer qu'elle fut agressée. En même temps, elle reste convaincue que l'Angleterre n'interviendra pas et le fait savoir par voie de presse afin de rassurer sa propre population et convaincre la population anglaise qu'elle restera hors du conflit. De son côté, Poincaré aimerait que l'Allemagne fût avertie que la Grande-Bretagne soutiendra la France. Cela n'apparaît pas clairement lorsque Grey déclare à l'ambassadeur allemand qu'il se désintéresse du conflit austro-serbe. Le 28 juillet au matin, à Vienne, l'empereur François-Joseph signe la déclaration de guerre à la Serbie. Berchtold envoie à Pašic le télégramme suivant. Le gouvernement royal de Serbie, n'ayant pas répondu d'une manière satisfaisante à la note qui lui avait été remise par le ministre d'Autriche-Hongrie à Belgrade à la date du 23 juillet 1914, le gouvernement impérial et royal se trouve dans la nécessité de pourvoir lui-même à la sauvegarde de ses droits et intérêts et de recourir à cet effet à la force des armes. L'Autriche-Hongrie se considère donc de ce moment en état de guerre avec la Serbie. « 28 juillet, en Allemagne. Rentré de croisière, Guillaume II prend connaissance de la réponse serbe qu'il considère comme un excellent résultat, supprimant, dit-il, toute nécessité d'entrer en guerre. Mais en même temps, il va suggérer à l'Autriche-Hongrie de réaliser une occupation temporaire de Belgrade comme garantie. Peu de temps après, il est stupéfait et désemparé d'apprendre que les Autrichiens, sur lesquels il n'a plus d'emprise réelle car il leur a donné les pleins pouvoirs, ont déjà décrété la mobilisation partielle. Guillaume II est de ces personnages qui fanfaronnent quand le danger est loin, mais baissent le ton lorsqu'ils voient arriver une vraie menace. Le chancelier Bethmann Hollweg, qui vient d'apprendre le plan prévu de dépeçage de la Serbie, jusqu'alors gardé secret par son allié, est irrité. Cependant, il ne fait rien pour modifier le comportement de Vienne. Dans l'esprit du chancelier, si le conflit devait se généraliser, il faut que ce soit la Russie qui en porte la responsabilité. De Russie, Sazonov fait savoir à Vienne qu'il est prêt à engager des négociations directes avec l'Autriche pour trouver un moyen de donner une leçon à la Serbie, tout en respectant ses droits à la souveraineté. Cette proposition est immédiatement rejetée à Vienne par Berchtold. Retour de Poincaré à Paris le 29 juillet. Lors de son passage à Dunkerque, il fut accueilli par une foule patriote et chaleureuse. Sa conviction est faite, la guerre ne peut plus être évitée. Ordre est donné aux différents ministères de prendre toutes les précautions au cas où la situation s'aggraverait.
s'affrontent. Sur Belgrade, tôt le matin, ont été tirés les premiers coups de canon. À Londres, Grey assure l'ambassadeur d'Allemagne que la Grande-Bretagne n'est tenue par aucune obligation légale vis-à-vis de ses partenaires de l'entente. Mais il avertit l'ambassadeur que si l'Allemagne et la France étaient entraînées dans la guerre, la Grande-Bretagne pourrait se retrouver contrainte de prendre une décision précipitée. À Paris, le gouvernement français approuve les mesures prises par Saint-Pétersbourg tout en montrant à l'Angleterre, dont l'attitude reste ambiguë, que la France tente de retenir son allié russe. En Allemagne, les militaires demandent au chancelier de proclamer l'état de guerre imminent et les mesures qui l'accompagnent. Le plan Schlieffen ne laisse aucune marge de manœuvre, il faut l'engager dès que les Russes mobilisent. Ne souhaitant pas passer à cette étape, le chancelier leur accorde cependant quelques mesures préparatoires. En soirée, Berlin avertit Saint-Pétersbourg qu'une mobilisation de l'Allemagne est envisagée, à moins que la Russie n'interrompe la sienne. Vécu comme un ultimatum inacceptable, le gouvernement russe renforce son dispositif militaire. En Russie, on sait que la guerre n'est pas populaire auprès des masses qui préfèrent les idées révolutionnaires plutôt qu'une victoire contre l'Allemagne. Malgré cela, le tsar donne l'ordre de lancer la procédure de mobilisation qui, une fois rédigée et validée par les différentes autorités, doit être diffusée dans la soirée. Contrairement à ce qu'envisage Nicolas II, pour l'état-major, une mobilisation seulement partielle n'est pas techniquement concevable. Pour lui, seule une mobilisation générale permettrait à l'armée russe d'atteindre sa capacité de répondre à toute éventualité, car l'état-major russe surévalue les capacités de l'armée autrichienne et craint de se retrouver le dos au mur. À 21h30, ordre est donné par le tsar de bloquer la transmission de la procédure de mobilisation. 10 minutes plus tôt, est arrivé un télégramme de son cousin Willy, Guillaume II, assurant Niki, son cher cousin Nicolas II, que Vienne espère toujours parvenir à un accord avec Saint-Pétersbourg. Guillaume II se propose en médiateur pour un tel accord. Le 30 juillet, à Londres, Grey insiste pour obtenir la promesse d'un soutien à la France. Seuls 4 de ses collègues se rallient à sa proposition, dont Asquith, Haldane et Churchill. Les autres refusent. Il semble alors improbable que même une invasion de la Belgique provoque une intervention britannique, alors que toutes les informations collectées par les services de renseignement français montrent qu'il en sera ainsi. Les Britanniques semblent renier leurs engagements vis-à-vis de l'entente. Grey est anxieux et reste quelque peu méfiant vis-à-vis de la Russie. Il n'apprécie guère le comportement général de la Serbie depuis plusieurs années. Sa médiation proposée le 24 juillet échoue car seule l'Allemagne a de l'influence sur l'Autriche-Hongrie et la Russie ne fait pas partie de la proposition. De plus, il n'existe pas, à cette époque, de système international pouvant faire appliquer des résolutions. Grey, cependant, malgré les réserves de ses collègues, agit dans le sens de l'entente, convaincu que le problème dépasse le conflit austro-serbe. Pour lui, il s'agit à présent de traiter la rivalité entre les deux grandes alliances et lutter contre une Allemagne qui cherche à imposer une dictature politique sur l'Europe et les autres puissances qui veulent garder leur liberté. À Paris, l'état-major se réjouit des positions russes car il estime que le moment est favorable à la guerre et qu'il faut en finir avec l'Allemagne. Cependant, le gouvernement français fait savoir à Londres qu'il a indiqué au gouvernement russe que bien que résolu à soutenir toutes ses obligations, il souhaite que la Russie ne prenne aucune disposition qui offrit à l'Allemagne un prétexte pour une mobilisation, montrant ainsi à l'Angleterre que la France n'est pas belliciste. En Russie, le 30 juillet à 15h, réunion avec le tsar. À l'issue de cet entretien,
Le tsar qui a révisé sa position est déterminé. Il n'y a pas d'autre solution que la mobilisation générale, car on est convaincu que l'Allemagne, prête à la guerre, est derrière toutes les décisions autrichiennes. Cependant, pour Sazonov, mobiliser ne signifie pas partir en guerre, mais mettre une dernière pression pour négocier avec Vienne le retrait des articles inacceptables par Belgrade. Or, ceci n'est pas applicable du côté allemand, pour qui la mobilisation signifie le déclenchement des hostilités. Une possible négociation après le début de mobilisation russe n'a pas été prévue par le plan Schlieffen. L'ordre de mobilisation générale du tsar partira cette fois-ci aux différents districts militaires vers 18h. Les leaders russes restent confiants dans une intervention britannique à plus ou moins long terme. À partir de ce moment, la parole diplomatique n'a plus de crédibilité pour les différents acteurs. Vienne et Berlin ne veulent plus négocier, les préparatifs militaires s'enchaînent inéluctablement. « 30 juillet à Vienne. On se refuse à toute action de médiation visant à limiter l'intervention austro-hongroise sur l'ensemble du territoire serbe. L'Allemagne, qui ne retient toujours pas l'Autriche-Hongrie, n'a pas encore décrété officiellement l'état de guerre imminente. Ceci en dépit de la pression des militaires qui estiment que la situation face à la Russie et à la France leur est favorable si le plan Schlieffen est immédiatement appliqué. Tout retard affaiblit dangereusement l'Allemagne face à la Russie car elle ne souhaite pas en même temps combattre sur deux fronts. Face à la montée des périls, le chancelier s'inquiète d'une éventuelle subversion des partis ouvriers allemands liés à leurs collègues des autres partis ouvriers européens. Il rencontre le leader du Parti socialiste SPD, Albert Söderkum, qui l'assure de son soutien face à une agression russe. L'internationalisation du socialisme s'arrête quand commande l'intérêt national. De son côté, Moltke, le chef d'état-major allemand, insiste auprès de l'Autriche pour qu'elle mobilise immédiatement contre la Russie, affirmant que l'Allemagne mobilisera aussi. Il indique à Vienne que l'existence de la double monarchie est à ce prix. L'état-major allemand était convaincu de sa supériorité et pesait fortement sur les décisions politiques. Pour lui, à l'exception de la Royal Navy, l'armée de terre anglaise était quantité négligeable et donc un passage par la Belgique et le Luxembourg ne comportait aucun risque militaire réel face aux Britanniques. Quelles que soient les relations diplomatiques avec Londres, cela laissait la liberté d'agir militairement sur le continent. Le 31 juillet, à Berlin, les informations reçues de Londres accréditent la conviction d'une non-intervention de l'Angleterre. Au même moment, cela plonge le gouvernement français dans une grande incertitude, car on pense que seule une intervention du Royaume-Uni aux côtés de la France peut retenir l'Allemagne. Apprenant la mobilisation générale russe et étant en mesure d'accuser ces derniers d'avoir pris l'initiative de la mobilisation, Guillaume II est convaincu d'agir sous la contrainte russe. Il décrète à 13h l'état de guerre imminente. Bien que défini par Saint-Pétersbourg comme n'étant pas une déclaration de guerre à l'Allemagne, la mobilisation générale russe est ressentie comme le début d'une offensive par les militaires allemands et n'est plus considérée comme un acte pacifique. Ce fait devient le déclencheur de la guerre pour le camp allemand, car d'après le contraignant plan Schlieffen, l'Allemagne se doit de vaincre la France avant que la Russie n'ait terminé ses 3 ou 4 semaines de mobilisation. Le premier qui prend l'offensive est considéré comme ayant acquis un avantage décisif. À présent, pour les dirigeants allemands, il n'y a plus d'espace pour la diplomatie. Pour s'assurer de la bienveillance anglaise, Berlin envisage de demander la neutralité à la France avec pour garantie l'occupation des places fortes de Verdun et de Toul.
De Paris, Poincaré est toujours inquiet des incertitudes que laisse peser le gouvernement britannique. Il écrit à George V que, vu les informations reçues d'Allemagne qui ne présagent rien de bon, il serait souhaitable, afin de donner encore des chances à la paix, que Londres affirme son soutien à l'entente jusque sur le champ de bataille si nécessaire. À la frontière est de la France, les troupes allemandes se préparent, mais pour montrer sa bonne volonté à l'Angleterre et éviter les escarmouches, le gouvernement français décide de retirer ses troupes à 10 km de la frontière franco-allemande. En ce 31 juillet, les militaires français pensent bénéficier de circonstances stratégiques favorables. Le 1er août 1914, le gouvernement russe refuse d'accéder à la demande de l'Allemagne d'annuler son ordre de mobilisation. En soirée, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie. Ressentant encore quelques hésitations de la part du Kaiser et du chancelier, le chef d'état-major Moltke les met devant le fait accompli. La mobilisation allemande ne peut plus être interrompue. À l'état-major, on jubile. Les premières troupes allemandes traversent le Luxembourg. Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen. Jedes Schwanken, jedes Zögern wäre Verrat am Vaterlande. Sein oder Nichtsein unseres Reiches handelt es sich, dass unsere Väter sich neu gründeten. Sein oder Nichtsein deutscher Macht und deutschen Wesens. Wir werden uns wehren bis zum letzten Hauch von Mann und Ross. Vorwärts mit Gott, der mit uns sein wird, wie mit den Vätern war. À Londres, Grey explique à l'ambassadeur français Paul Cambon que le gouvernement britannique s'oppose purement et simplement à toute intervention. Cambon est totalement décomposé. Il réplique alors: La Grande-Bretagne n'a-t-elle pas une obligation morale de nous aider, de nous prêter au moins le secours de sa flotte, puisque c'est sur son avis que nous avons redéployé la nôtre en Méditerranée? L'argument fait mouche. Le secrétaire d'État reconnaît qu'une attaque allemande sur le littoral français ou une violation de la neutralité belge pourrait changer l'état d'esprit de l'opinion publique britannique. Il s'engage à poser la question de la défense des côtes françaises aux membres du gouvernement britannique dès le lendemain. Le même jour, sans l'avis du cabinet mais avec l'accord du Premier ministre Asquith, Churchill décrète la mobilisation de la Royal Navy. La presse libérale s'en tient à la neutralité, mais la presse conservatrice menée par The Times, journal sous influence d'Alfred Milner, exige de ne pas céder devant l'Autriche et l'Allemagne. Le 2 août, à Londres, l'opposition conservatrice soutient l'intervention. Au sein du cabinet à majorité libérale, les positions sont encore essentiellement non interventionnistes. Cependant, Grey obtient à 14 heures l'autorisation du gouvernement britannique d'indiquer que sa flotte protégera les biens français en mer du Nord et dans la Manche. Plus tard, à 20 heures, il est décidé qu'une violation substantielle de la neutralité belge obligerait la Grande-Bretagne à agir. En désaccord, les partisans de la non-intervention démissionnent. Paul Cambon, l'ambassadeur français à Londres, peut enfin souffler. Il est à présent rassuré. À partir de ces positions, la Grande-Bretagne, alliée de la France et de la Russie, pense pouvoir toujours contrôler les ambitions coloniales de ses partenaires et réduire les prétentions de l'Allemagne. Prétextant une action préventive suite à une soi-disant volonté de la France d'attaquer l'Allemagne via la Belgique, Berlin décide de lancer à 19h un ultimatum à cette dernière afin de traverser son territoire pour envahir la France.
Le 2 août à Paris, le gouvernement français lance l'ordre de mobilisation. D'interminables colonnes d'hommes se dirigent vers les gares de l'Est et du Nord. Dans toute l'Europe règne l'angoisse et la consternation. De part et d'autre, c'est un choc profond. La population en général ne va pas à la guerre avec enthousiasme, mais par appartenance à une nation, sans toujours bien comprendre le sens de cette mobilisation. Les citoyens de chaque pays ont été convaincus qu'ils partent non pas pour attaquer, mais pour se défendre contre un ennemi déterminé, et que leur gouvernement a tout tenté pour préserver la paix. Bruxelles, le 3 août. Il est 2 heures du matin. Pour appuyer son ultimatum et obtenir l'accord de passage en Belgique, l'ambassadeur allemand vient informer le gouvernement belge que la France a violé le territoire allemand en bombardant par les airs la ville de Nuremberg. Cette fausse information, destinée aussi à être publiée dans les journaux anglais et américains, ne réussira pas à duper les autorités belges. Dans la matinée du 3 août, l'ultimatum allemand est rejeté par la Belgique. Last week, I stated that we were working for peace not only for this country. Londres. À 16 heures, Grey fait une déclaration solennelle aux communes. Si la flotte allemande tente d'attaquer la côte française, celle-ci sera défendue par la Royal Navy. D'autre part, il déclare que le Royaume-Uni ne peut se désintéresser de la neutralité de la Belgique. Tardive, la position de Londres est à présent très claire. But for many years, we have had a long-standing friendship with France. The French fleet is now in the Mediterranean, and the northern and western coasts of France are absolutely undefended. My own feeling is that if a foreign fleet came down the English Channel and bombarded and battered the undefended coast of France, we could not stand aside, doing nothing. There is the more serious consideration, becoming more serious every hour. There is the question of the neutrality of Belgium. À Paris, il est 18h15 quand l'ambassadeur d'Allemagne, prétextant la violation du territoire allemand par des aviateurs français, apporte au président du Conseil, M. Viviani, la déclaration de guerre à la France. Dans la matinée du 4 août, l'Allemagne déclare la guerre à la Belgique. Le même jour, à 23 heures, suite à la violation de la neutralité belge, l'Angleterre déclare la guerre à l'Allemagne. Le lendemain, la ville de Liège est attaquée par les armées allemandes. À travers ces 7 épisodes, en espérant avoir respecté le plus rigoureusement possible le merveilleux travail des historiens, j'ai voulu mettre en image le fait que des acteurs qui nous apparaissent comme totalement indépendants, géographiquement et temporellement, participent inconsciemment à la mise en place et à la convergence des conditions qui conduisent à une guerre mondiale. À un moment, les ambitieux ont gagné sur les tempérés, les bellicistes l'ont emporté sur les pacifistes, et les masses suivent. L'humanité est tributaire des propriétés que lui a fixées la nature. Chacun pousse ses convictions, et nous ne savons pas où aboutit la somme des convictions. Les organisations sont complexes. La réalité du niveau de ses propres forces, ou des menaces subies, sont régulièrement sur- ou sous-estimées. Ces erreurs d'estimation de toute nature, s'ajoutant à une part de dogme ou d'utopie, déterminent les esprits des dirigeants et par l'intermédiaire des médias, irriguent la majorité d'une nation. Petit à petit, insidieusement, se fixe le calendrier de l'ouverture des hostilités.
Je vous conseille la lecture de l'échange entre Einstein et Freud de 1932, intitulé « Pourquoi la guerre ?» Permettez-moi, chers amis, de vous envoyer un salut très amical pour avoir prêté une attention particulière à ces vidéos assez denses. J'avions reçu commandement de partir pour la guerre. Je ne me soucions point pourtant d'abandonner notre mère. Pourtant là-bas fallu, j'ai pris mon sac et je suis venu. Pourtant là-bas fallu, j'ai pris mon sac et je suis venu. Ils m'ont donné un grand fusil, un sabre, une gibecière, une grande capote, un grand tapis, pendant jusqu'au derrière. Et fallait se tenir droit, aussi droit qu'un piquet. Et fallait se tenir droit, aussi droit qu'un piquet. Il y en avait sur leurs chevaux qui faisaient bien 2 mètres, avec 2 ou 3 plumes osios plantées dessus leur tête, et des poils d'artillon tout alentour de leurs talons, et des poils d'artillon tout alentour de leurs talons. Ils m'ont placé en faction devant une citadelle. Ceux qui ne connaissions point mon nom m'appelions sentinelle. À chaque chat qui passait, fallait crier couché, couché. À chaque chat qui passait, fallait crier couché, couché. Ils m'ont emmené dans un grand champ qu'appelions champ de bataille. On s'étripait, on s'épiolait, c'était pique la volaille. Ma foi, la peur m'a pris, j'ai pris mon sac et je suis parti. Ma foi, la peur m'a pris, j'ai pris mon sac et me voici.